sagesse indienne de Chef Lelouska. Le grand livre de sagesse indienne de Chef Lelouska réunit 5 légendes traditionnelles amérindiennes, retranscrits et illustrés par Chef Lelouska. Ces contes révèlent une culture riche et originale, celle des tribus de la côte nord-ouest. Êtres humains, animaux, divinités et créatures surnaturelles s'y affrontent ou s'y côtoient dans une sereine harmonie. Une mythologie étonnante à raconter aux grands et aux moins grands. Voilà un petit aperçu des images que l'on peut trouver dans ce livre. Il y a du vent dehors, je ne sais pas si vous l'entendez. On va commencer avec le jeune homme et le plongeon. Il y a bien longtemps vivait un jeune homme d'une grande beauté. Les gens l'admiraient car il était grand, fier et avait une jolie voix. Par les belles journées ensoleillées, il s'asseyait devant sa maison, lissait et huilait ses longs cheveux noirs et se baignait le visage. Il était né dans une famille noble et savait qu'il était destiné à devenir l'un des chefs de son peuple. Il aimait beaucoup se rendre sur les rives d'un petit lac au cœur de la forêt qui bordait le village. Ce lac était entouré de tuyas géants et de tsugas très vieux. C'était un endroit tranquille et beau où le jeune homme pouvait se baigner, puis se frotter le corps avec des branches d'arbres. Après ce rituel, il se sentait purifié et entonnait ses chants, implorant les esprits de lui accorder force et sagesse. Un jour, alors qu'il se préparait à entrer dans l'eau fraîche, il aperçut quelque chose bouger non loin de la rive. Surpris, il enfila son vêtement, se dirigea rapidement vers l'endroit où il avait vu remuer les herbes touffues et les écarta. Un grand oiseau des estuaires, un plongeon, était étendu là. Son cou, long et fin, était pris dans un collet. Il paraissait à bout de force et près de mourir. Il fixa sur le jeune homme un regard désespéré. Ses étranges yeux rouges imploraient de l'aide. Le jeune homme se détourna et commença à s'éloigner, mais la souffrance qu'il avait lue dans le regard du malheureux oiseau l'arrêta aussitôt. Il fit demi-tour et vint s'agenouiller près de lui. Il se saisit du couteau taillé dans une coquille de moule qu'il portait autour du cou, trancha le nœud coulant et libéra le plongeon. L'oiseau reprit sa respiration. Le jeune homme le tint contre lui afin de le réchauffer. Au bout d'un moment, le plongeon semblait avoir retrouvé ses forces et être capable de se tenir sur ses pattes. Le jeune homme l'aida à regagner le bord du lac et à se mettre à l'eau. L'oiseau s'éloigna lentement en nageant. « Attends !» lui cria le jeune homme. « Prends ceci, tu guériras plus vite. » Il retira de son cou un collier de dentelle, des coquillages qui avaient une grande valeur aux yeux de son peuple. Il lança le précieux collier vers l'oiseau. Le plongeon l'attrapa au vol et le bijou de coquillage blanc s'enroula plusieurs fois autour de son long cou. L'oiseau s'éloigna de la rive, décrivit un cercle, puis plongea sous l'eau. Le jeune homme regarda longtemps la surface du lac, mais le plongeon ne réapparut pas. Il longea alors la rive et regagna l'endroit où il se tenait habituellement. Ayant ôté son vêtement, il sauta dans l'eau et se lava minutieusement. Puis il grimpa sur la berge et se frotta le corps avec des branches de tsuga jusqu'à ce que sa peau devienne rouge. Comme il était destiné à devenir un chef, il voulait être fort et en bonne santé. Le temps passa et malheureusement le jeune homme si vaillant tomba gravement malade. Il était rongé par un mal terrible. Des plaies affreuses couvraient sa peau, ses dents et ses cheveux tombaient. Il effrayait les gens qui jusque-là l'avaient aimé et respecté. Tout le monde l'évitait, ses amis eux-mêmes l'abandonnèrent. Dans la journée, il se cachait dans
dans sa maison et ne sortait que le soir au crépuscule. Il se sentait faible et honteux. Il comprit qu'il ne pourrait jamais être un chef tant son image rebutait les autres et lui-même. Incapable de supporter cette situation plus longtemps, il fit ses adieux à ses parents, décidé à mettre fin à sa misérable existence. Il pensait que les siens se sentiraient soulagés de sa disparition et l'oublieraient vite. La mort dans l'âme, il suivit le chemin familier qui menait au lac. Une fois sur la rive, il lesta son vêtement avec des pierres et sauta dans l'eau. Il s'enfonça lentement dans les profondeurs froides et sombres. La lumière diminua doucement. Il se sentait de plus en plus faible. Soudain, il eut l'impression qu'on le poussait vers le haut. Il remonta, et en atteignant la surface de l'eau, il emplit avidement ses poumons d'air. Lorsqu'il regarda autour de lui, il vit à ses côtés un très grand oiseau qui portait un collier de coquillages blancs. « Je te connais, dit le plongeon d'une voix criarde. Tu as été bon avec moi, tu m'as sauvé, et tu t'es montré généreux en me donnant ce collier précieux afin que je guérisse plus vite. Je voudrais t'aider à mon tour, mais comment pourrais-tu m'aider ? Demanda le jeune homme. Tu n'es qu'un plongeon. Je suis bien plus que cela, répondit l'oiseau. Je suis le chef de tous les plongeons. Il raconta au garçon qu'il l'avait souvent vu se baigner dans le lac et rechercher l'aide d'un esprit gardien. J'ai voulu te mettre à l'épreuve et j'ai volontairement passé ma tête dans ce collet destiné à prendre les visons, expliqua le plongeon. Je voulais voir si tu aurais pitié de moi. Tu m'as secouru, maintenant je vais te guérir. Le chef des plongeons demanda au jeune homme de grimper sur son dos et ils s'envolèrent ensemble au-dessus du lac. Nous allons traverser le lac 4 fois, précisa l'oiseau. Chaque fois tu devras entonner ce chant que je vais t'apprendre. Puis je plongerai 4 fois dans l'eau. Il faudra bien te tenir à mon cou car je descendrai jusqu'au fond du lac. Là tu découvriras les maisons des plongeons. Je veux partager avec toi ce secret si bien gardé depuis le commencement des temps, parce que tu en es digne. 4 fois l'oiseau traversa le lac comme une flèche, et 4 fois il plongea jusqu'au fond de l'eau. Le jeune homme eut l'impression que ses poumons allaient éclater, et il se cramponna très fort au cou du plongeon. Chaque fois qu'il sortait de l'eau, il constatait que ses plaies disparaissaient peu à peu et que ses cheveux et ses dents repoussaient. Lorsqu'il émergea pour la 4e fois, il avait retrouvé son apparence première. « Je t'ai guéri, dit le chef des plongeons. Maintenant, je vais faire de toi un grand chaman et tu utiliseras les pouvoirs que je vais t'accorder pour faire le bien. » « Faire le bien, être bon, mais envers qui ? Demanda le jeune homme. « Envers ton peuple, répondit le plongeon. Mais ils m'ont détesté et repoussé parce que j'étais malade et horrible à regarder. Il faut leur pardonner et oublier ta maladie. Tu ne te souviendras que de mon chant et des pouvoirs que je vais te donner. Tu aideras les tiens, même s'ils t'ont abandonné alors que tu souffrais. Je le ferai, dit le garçon. Pendant longtemps, le chef des plongeons fit l'éducation du jeune homme. Les autres plongeons du lac se pressaient autour d'eux, chantant et jacassant. Le jeune homme devint fort et avisé, et puis un jour le chef des plongeons ôta son masque et ses vêtements de plumes et se révéla sous l'apparence d'un être humain rayonnant. Il dit au jeune homme « Tu as très vite appris, je vais te donner ma robe de plumes, tu devras la porter lorsque tu conseilleras et guériras ceux de ton peuple. » Le plongeon déposa la robe magique sur les épaules du jeune homme. « Ton existence sera longue et tu rendras de grands services aux tiens, dit-il. Je te reverrai à la fin de ta vie. Adieu mon ami, retourne auprès de ton peuple. » Le jeune homme se dépêcha de descendre le chemin. Il courait de plus en plus vite. La robe de plumes le soulevait. Lorsqu'il étendit les bras, ils se transformèrent en ailes
Il vola jusqu'au village et se posa devant la grande maison en bois de tuyas où habitait sa famille. Il plia la robe de plume et la posa sur son bras. Il entra dans la maison. Quand les villageois l'aperçurent, ils eurent d'abord très peur. Ils croyaient voir un fantôme. Le jeune homme pensait ne s'être absenté que 4 jours, mais cela faisait en réalité 4 longues années qu'il avait disparu. Ils se montrèrent tous très prudents à son égard, puis ils s'habituèrent peu à peu à l'idée de son retour. Le jeune homme commença à les aider lorsqu'il se sentait malade ou s'était blessé à la chasse ou à la pêche. Comme le lui avait recommandé le chef des plongeons, il guida et guérit ceux de son peuple. C'était un chaman plein de sagesse. Tout le monde l'aimait, et quand il entonnait le chant des plongeons, le village entier savait que tout irait bien. Le jeune chaman vieillit, ses cheveux noirs et brillants devinrent blancs. Un jour, il entendit les plongeons l'appeler. Il comprit que le moment était venu de se rendre pour la dernière fois au bord du lac. Il revêtit sa robe de plume et se tint devant tous les habitants du village réunis. « Il faut maintenant que je m'en aille, leur dit-il, mais je ne serai pas loin. Vous ne pourrez pas me voir, mais vous m'entendrez dans le cri des plongeons. Allez jusqu'au lac et baignez-vous. Vous trouverez là une source de pouvoir et de guérison. Je me tiendrai toujours dans cet endroit avec le chef des plongeons, mon esprit gardien. » Le chaman étendit ensuite les bras et s'éleva dans les airs. Il vola au-dessus des tuyas géants et des tsugas, puis disparut dans les eaux du lac pour toujours. Ainsi, lorsque les villageois avaient des ennuis, ils se rendaient au bord du lac pour écouter les cris perçants des plongeons et solliciter leur pouvoir guérisseur. Ils se souvenaient du jeune homme que le plongeon sacré avait sauvé et qui à son tour les avait soulagés de leurs maux, et ils devinrent tolérants envers les malades et les malheureux. Corbeau et Goéland. Goéland mourait d'envie de posséder la lumière du jour et de la garder pour lui tout seul. Alors il fit appel à son Glugui, son esprit gardien, afin que celui-ci l'aide à la capturer. Lorsqu'il posséda la lumière, il en fit une boule, l'emporta dans sa maison et l'enferma dans un grand coffre en bois. Dès qu'il rabattit le lourd couvercle, le monde se trouva plongé dans la nuit la plus longue et la plus noire de tous les temps. Les animaux avançaient à l'aveuglette dans l'obscurité. Il leur fallait tâtonner pour trouver leur chemin, et il leur était impossible de chercher leur nourriture. Ils étaient tristes et souffraient de la faim. C'est alors que Corbeau, qui errait lui aussi dans le noir, s'égarant dans les buissons et se cognant le bec aux arbres, décida qu'il fallait absolument faire quelque chose. Il réunit alors tous les animaux et leur dit : « Je sais ce qui est advenu de la lumière du jour, et je suis le seul à pouvoir la délivrer. Mais il faudra que vous pensiez bien à moi, tandis que je m'acquitterai de cette tâche. » Alors que Corbeau se dirigeait vers la plage toute proche, avançant toujours à l'aveuglette, il échafauda un plan astucieux pour dérober la lumière du jour à Goéland. Il commença par explorer soigneusement les flaques d'eau laissées par la marée, à la recherche d'oursins qu'il déposa dans un petit panier. Quand le panier fut plein, il avala la chair tendre des oursins pour ne conserver que les coquilles au piquant acéré. Puis il continua son chemin à tâtons dans le noir vers la maison de Goéland. Arrivé devant la porte, il cria d'une voix forte : « Groa, Groa, c'est moi, Corbeau. Sors donc, Goéland, vieil ami, et viens me saluer. » Goéland avait bien reconnu la voix qui l'appelait, mais en réalité il n'aimait pas beaucoup Corbeau, car celui-ci mangeait énormément, ne se décidait jamais à partir et chantait trop fort. Pourtant, Goéland était bien obligé d'accueillir convenablement son cousin. Il craignait en effet que les gens ne le jugent irrespectueux
décida-t-il à sortir d'un pas traînant pour souhaiter la bienvenue à Corbeau. Pendant que Goéland hésitait à lui ouvrir, Corbeau avait éparpillé les coquilles d'oursin devant la porte de la maison. Goéland se montra enfin. Il posa l'une de ses grandes pattes plates sur les piquants pointus dispersés sur le sol. « Ouh, ouh !» cria-t-il tout en écrasant les oursins avec son autre patte. Il se précipita à l'intérieur de la maison en hurlant « Oh, mes pattes, mes pauvres, pauvres pattes! Oh, elles me font mal, mal, tellement mal !» Enjambant les oursins, Corbeau se faufila à son tour dans la maison. « Qu'as-tu, mon cher cousin ?» demanda-t-il. « Oh, mes pattes, mes pauvres, pauvres pattes! Oh, elles me font mal, mal, tellement mal !» continuait à crier Goéland en sautillant. « Laisse-moi t'aider, dit Corbeau d'une voix enjôleuse, tout en attrapant Goéland par ses pattes maigrichonnes. Même dans le noir, je devine que tu as quelque chose enfoncé dans tes pattes. Oui, et ça fait mal, mal, si mal, gémit-il. Si seulement j'avais un couteau, je pourrais te soulager, dit Corbeau en souriant malicieusement. Tiens, prends ceci, cria Goéland en lui tendant le petit couteau en coquillage qu'il portait toujours autour du cou. Corbeau retourna vivement Goéland sur le dos et commença à fouiller brutalement sa patte avec le couteau. Goéland poussa un hurlement et battit des ailes jusqu'à ce que la maison soit remplie de plumes. « Oh, mes pattes, mes pauvres pattes, elles me font mal, tellement mal. Si j'avais un peu plus de lumière, je travaillerais beaucoup mieux, dit Corbeau qui feignait d'être irrité. Là-bas, gémit Goéland d'un ton rauque en tendant son aile dans la direction du grand coffre en bois. Ouvre-le, ouvre ce coffre, mais un tout petit peu seulement. Corbeau se précipita vers le coffre et souleva le couvercle jusqu'à ce qu'un éclair de lumière jaillisse dans la pièce, et il s'empressa de fouiller de nouveau la patte de Goéland. Goéland se remit à hurler. « Mes pattes, elles me font mal, tellement mal. Avec un peu plus de lumière, je travaillerai plus vite et j'en aurai bientôt fini, » lança le rusé Corbeau. « Ouvre un peu plus le coffre, » souffla Goéland, qui souffrait tant, mais fais bien attention de ne pas laisser la lumière du jour s'échapper. Corbeau retourna auprès du coffre, souleva le couvercle, et aussitôt la pièce devint un peu plus claire. Puis il se dépêcha de reprendre son travail, retirant quelques piquants de la patte de Goéland. « Ouh, ça fait si mal !» se plaignait Goéland. « Je n'y arriverai pas, » dit Corbeau d'un ton cassant en s'interrompant. « Il n'y a pas assez de lumière pour voir tous les piquants qui sont plantés dans tes pattes. Ouvre le coffre en grand, » râla Goéland épuisé, la voix enrouée d'avoir trop hurlé. Corbeau se rua à travers la pièce, ouvrit grand le coffre et regarda tout heureux la lumière du jour en jaillir. Le monde était de nouveau beau et lumineux. Le peuple des animaux était ravi. Corbeau avait abusé ce vieux goéland et rendu sa liberté à la lumière du jour. Et qu'advint-il de Goéland? Ses pattes ne se remirent jamais tout à fait des piqûres d'oursin. Aujourd'hui encore, si vous vous asseyez sur une plage, vous pourrez le voir marcher comme si ses pattes le faisaient s'ouvrir. Et vous l'entendrez aussi se lamenter. Kiaou, kiaou, car il ne se console toujours pas d'avoir perdu sa précieuse lumière du jour. Bougouise. Nos anciens croyaient qu'il existait plusieurs mondes, peuplés d'êtres surnaturels. Dans le ciel vivait le grand clan des oiseaux tonnerres qui avait l'effroyable pouvoir de déclencher les éclairs et la foudre en battant des ailes. Dans les profondeurs de la terre où tout était à l'envers demeuraient les esprits des morts, mais c'était au fond de la mer que se trouvait le monde le plus riche. Voici comment notre peuple découvrit l'existence de ce monde sous-marin. À l'automne, la peur s'était emparée des habitants du village. Depuis un certain temps, la paix
pêche était mauvaise et les réserves de poissons séchés diminuaient. L'hiver arrivait et les villageois craignaient de mourir de faim. Chaque jour, les hommes prenaient la mer et pêchaient sans relâche, mais ils n'attrapaient jamais rien. L'océan semblait vide de toute vie. Un jour, quelques pêcheurs se rendirent en canot au large de l'île aux oiseaux. Ils lancèrent leurs filets et le laissèrent glisser tout au fond des eaux froides. Puis ils attendirent. Soudain, ils sentirent une violente secousse dans les cordages et comprirent qu'ils avaient affaire à une prise anormalement grosse. Ils durent joindre leurs efforts pour remonter le lourd filet et le hisser à bord du canot. Ils découvrirent entortillé dans l'émail un être étrange, comme ils n'en avaient encore jamais vu. Il était couvert d'algues et ressemblait à un homme. Il avait de très grandes dents de devant et de longs cheveux clairsemés. Allongé dans le canot, la créature émettait de drôles de petits cris et se mit finalement à parler. « Vous ne me connaissez pas, je suis Bouguise. Je suis à moitié homme et à moitié poisson. J'habite le monde sous la mer et je suis le messager de Goumaquet, le chef suprême qui veille sur les richesses de l'océan. Avec l'aide des goélands, des plongeons et des cormorans, je transmets ces volontés à tous les habitants de la mer. » Les pêcheurs l'écoutaient éberlués. Ils ne savaient que faire. S'ils libéraient Bouguise, il irait sûrement se plaindre d'eux à Goumaquet. Celui-ci se mettrait alors très en colère, et pour les punir, il leur enverrait de fortes tempêtes, et ils ne prendraient plus jamais de poissons. « Je sais ce que vous pensez, leur dit Bouguise. Vous avez peur que je raconte tout à Goumaquet. Je comprends que vous vous méfiez de moi, et surtout que vous redoutiez mon maître, mais je vous propose un marché. » Bouguise expliqua aux pêcheurs que s'ils lui permettaient de regagner son monde, il vanterait leur gentillesse et parlerait à son maître de la malchance qu'ils avaient à la pêche. « Quand Goumaquet saura que vous m'avez libéré et que vous connaissez son existence, peut-être fera-t-il en sorte que votre vie soit plus facile, dit encore Bouguise. Pour vous remercier aussi, je vous offrirai mon masque et mon chant, conclut-il. Les pêcheurs se regardèrent les uns les autres. Ils n'avaient pas vraiment d'autre choix que de laisser cet être au grand pouvoir regagner les profondeurs de l'océan. Ils finirent donc par accepter son offre. Ils espéraient que leur bonne volonté plairait à Goumaquet et qu'en retour, ils rendraient leur pêche abondante et les protégeraient des fortes tempêtes. Ils dégagèrent Bouguise des mailles du filet. Il sauta par-dessus bord et disparut dans l'eau. Les pêcheurs ne savaient que penser. L'un d'entre eux dit alors : « Il ne nous a donné ni son masque, ni son chant. Il s'est peut-être moqué de nous. Il nous a peut-être menti. » Mais un autre pêcheur s'écria aussitôt : « Non, les êtres surnaturels ne mentent jamais. » Soudain, une multitude de bulles montèrent du fond de la mer, et le masque de Bouguise vint flotter à la surface de l'eau. Les pêcheurs le recueillirent et se le passèrent de main en main. Ils entendirent alors un son très faible, presque imperceptible. Ils écoutèrent et écoutèrent encore, et le chant de Bouguise leur remplit peu à peu les oreilles. Le chant évoquait une grande maison de cuivre posée sur le fond de la mer, au large de l'île aux oiseaux. La demeure extraordinaire habitée par Goumaquet et son cortège de monstres marins et d'énormes créatures des profondeurs. Les pêcheurs étaient rassurés, le temps paraissait soudain favorable et la marée était à l'heure. Ils lancèrent de nouveau leurs filets et prirent beaucoup de poissons. Ils enveloppèrent soigneusement le masque, le rapportèrent chez eux et le gardèrent caché jusqu'au prochain rassemblement de toute la tribu. Là, ils exhibèrent fièrement le masque merveilleux et racontèrent comment il leur avait été offert par Bouguise et Goumaquet, le chef suprême du monde sous-marin. De génération en génération,
Les villageois continuèrent à prendre grand soin du masque de Bougouise et à se transmettre son chant, car il leur rappelait l'aventure survenue aux anciens, au commencement des temps, à l'époque où les hommes et les êtres surnaturels se parlaient. Avec ce masque et ce chant en leur possession, les hommes continuaient à avoir beaucoup de chance à la pêche, à naviguer en toute sécurité, et leur village restait prospère. Grâce à cette rencontre surprenante avec Bougouise, les villageois se sentirent liés aux êtres qui peuplaient la mer, et ce, pour toujours. Bec de Castor, la courageuse petite fille. Il était une fois un grand village qui s'étendait entre une forêt dense et une plage. Les nombreux enfants qui habitaient ce village avaient l'habitude de jouer aux alentours des maisons et sur le rivage. Ils construisaient de petits canots, faisaient ricocher des galets sur la surface de l'eau et ramassaient des coquillages. Mais ils ne s'aventuraient jamais dans la forêt, car dans cet endroit obscur où vivaient des êtres surnaturels, il se produisait des événements bien mystérieux. Parmi tous ces enfants, il y avait une petite fille très différente des autres. À sa naissance, ses parents avaient découvert que sa lèvre supérieure n'avait pas une forme habituelle. Elle était coupée en deux, juste sous le nez. Plus tard, lorsque la fillette grandit, la drôle de fente laissa apparaître ses dents. À cause de ce défaut physique qui la distinguait des autres, certains de ses camarades se moquaient d'elle méchamment. Ils la surnommaient Bec de Castor. Mais Bec de Castor était une petite fille courageuse et intelligente. Elle choisit d'ignorer les moqueries. Elle était si gaie et si gentille que beaucoup d'enfants la respectaient et étaient fiers d'être ses amis. Un après-midi, en jouant, les enfants s'approchèrent plus près que d'habitude de la forêt. Soudain, l'un d'entre eux tendit la main vers les arbres touffus et s'écria « Il y a quelque chose là, quelque chose de très grand, avec de gros yeux qui nous regardent fixement. » Ils se dispersèrent comme des oiseaux apeurés et descendirent en courant le chemin qui menait au village. En entendant parler d'un être affreux qui rôdait dans les bois, les parents rassurèrent leurs enfants et pensèrent qu'il s'agissait d'un tour de leur imagination ou d'une de leurs farces. « N'ayez pas peur et retournez jouer. Tant que vous n'entrerez pas dans la forêt, il ne pourra rien vous arriver. » Les enfants reprirent leur jeu, mais cette fois ils se tinrent assez éloignés de la forêt. Au début, ils se montrèrent prudents et attentifs. Puis, insouciants par nature, ils oublièrent peu à peu leurs craintes. Un jour où ils s'amusaient près des arbres, une silhouette sombre, 2 fois grande comme celle d'un homme, surgit des fourrés. Son corps était couvert d'une fourrure aux longs poils noirs. Elle avait de grands bras, des pieds énormes et d'immenses yeux qui brillaient de cruauté. D'après les histoires que leur avaient souvent racontées les anciens, les enfants reconnurent immédiatement Zunukwa, la géante de la forêt, la dévoreuse d'enfants. L'effroyable Zunukwa portait une grande hotte sur le dos. Elle se baissa brusquement et ramassa les enfants un par un, comme elle aurait cueilli des baies sur un buisson. Puis elle leur barbouilla les yeux de bois et les jeta par-dessus son épaule dans son grand panier. Bec de Castor fut la dernière à être attrapée. Dans la grande hotte, les enfants terrifiés étaient brinque-ballés. À cause de la bois qui recouvrait leurs yeux, ils ne pouvaient absolument rien voir. Ils ne sentaient que les mouvements saccadés de l'horrible Zunukwa qui marchait à grandes enjambées et s'enfonçait de plus en plus profondément dans la forêt. Ils pleuraient tous à chaudes larmes, sauf Bec de Castor, qui avait conservé son sang-froid et commençait à échafauder un plan pour les tirer de ce mauvais pas. Dans le sac qu'elle portait toujours à la ceinture, Bec de Castor prit une petite boule de graisse de chèvre de montagne. Elle la mit dans sa bouche et la mastiqua jusqu'à ce qu'elle devienne très souple. Elle l'étala ensuite sur ses yeux et se débarrassa facilement de la bois.
Elle enduisit de graisse les paupières des autres enfants et ils recouvrèrent eux aussi la vue. Bec de Castor sortit ensuite de son sac un petit couteau taillé dans la coquille d'une moule et entreprit de découper un trou dans le fond de la hotte. Lorsqu'il fut assez grand pour laisser passer un enfant, elle aida ses amis un à un à descendre doucement sur le sol. Elle chuchotait à l'oreille de chacun d'entre eux. Cours jusqu'au village, demande aux guerriers de prendre leurs armes et de suivre la piste de l'ogresse. Le dernier des enfants venait de s'échapper et Bec de Castor se retrouva seule dans le grand panier. Elle avait sauvé tous ses amis et restait pour affronter l'épouvantable créature. Soudain, Zunukwa, qui trouvait sa charge bien légère, s'arrêta et posa sa hotte. Elle regarda à l'intérieur et s'aperçut qu'elle ne contenait plus rien, à l'exception d'une petite fille qui se trouvait tout au fond. « Ah !» s'écria-t-elle folle de rage. « Est-ce toi qui es responsable de la disparition de mon dîner? Est-ce toi qui as abîmé mon panier ?» ?»« Oui, » répondit la courageuse petite Bec de Castor, « c'est moi, et je suis la seule que vous pouvez punir. »« Je le ferai assurément, dit Zunukwa. Tu n'es pas bien grosse, tu ne suffiras pas pour mon dîner, mais je te mangerai pour commencer. »« Mangez-moi si vous voulez, lança Bec de Castor, mais en tout cas mes amis vous ont échappé et ont regagné le village sain et sauf. »« Personne ne peut m'échapper, je suis la géante de la forêt, rugit Zunukwa, furieuse. »« Peut-être, répliqua Bec de Castor, mais vous n'avez plus que moi à manger, car les autres se sont enfuis. » C'est alors que Zunukwa remarqua les jolies boucles d'oreilles en nacre que portait Bec de Castor. Elles étincelaient comme le soleil sur la mer profonde. Zunukwa aimait tout ce qui brillait et elle déclara « Je veux des boucles d'oreilles comme les tiennes et ainsi je serai belle moi aussi. » Bec de Castor eut du mal à ne pas éclater de rire car elle savait que même les boucles d'oreilles les plus merveilleuses n'embelliraient jamais cette vilaine créature. Soudain, il lui vint une idée. « Si vous me laissez partir, dit-elle, je vous donnerai mes boucles d'oreilles. »« Pourquoi ferais-je cela, puisque de toute façon tes boucles d'oreilles seront à moi dès que je t'aurai mangé ?» rétorqua Zunukwa. « Bien sûr, répondit vivement la petite fille à l'esprit vif, mais si vous n'avez pas les oreilles percées, vous ne pourrez jamais les porter. »« C'est vrai, reconnut Zunukwa. Aussi, avant que je te mange, tu devras me percer les oreilles. »« Il me faudrait pour cela un pieu et un maillet en pierre, expliqua Bec de Castor. »« Très bien, répondit impatiemment Zunukwa. Ma maison n'est pas loin, et je te fournirai tous les outils dont tu auras besoin. » Zunukwa se saisit de la petite fille, remit la hotte sur son dos et en une douzaine d'enjambées rapides arriva devant une grande maison au cœur de la forêt. Lorsqu'elle franchit le pas de la porte, l'ogresse serrait toujours Bec de Castor dans sa grande main horrible. Très étonnée, la petite fille promena son regard sur la pièce lugubre. Des objets de grande valeur étaient empilés du sol au plafond. Il y avait là des cuivres étincelants, des peaux de chèvre de montagne, de loutres de mer et d'hermine, des couvertures de laine et des monceaux de coquillages sacrés. « Ceci conviendra parfaitement, déclara Zunukwa d'un ton brusque en ramassant un pieu bien pointu et un maillet en pierre. « Oh oui, répondit aussitôt Bec de Castor, je vais donc vous percer les oreilles et vous pourrez me manger ensuite. »« Tu peux être sûr que je le ferai, dit Zunukwa, une lueur menaçante dans les yeux. Mais d'abord il faudrait que vous me posiez sur le sol et que vous vous allongiez afin que je puisse atteindre vos oreilles, répliqua Bec de Castor. Zunukwa, qui avait maintenant très faim et était impatiente de porter les boucles d'oreilles, se coucha de tout son long sur le sol en terre battue. « Je vais transpercer votre oreille avec ce pieu pour y faire un trou, expliqua Bec de Castor. Ça risque de faire un peu mal. »« Je n'ai jamais mal et je n'ai peur de rien, fanfaronna Zunukwa. Perce donc ce trou. »
L'astucieuse bec de castor planta le pieu dans le lobe de l'oreille de Tsunuqua, puis l'enfonça profondément dans le sol. « J'ai besoin d'un autre pieu, déclara la petite fille. « Prends celui qui est près du foyer et dépêche-toi, gronda Tsunuqua. Bec de castor attrapa le second pieu, transperça l'autre oreille de Tsunuqua et ficha profondément le gros bâton pointu dans la terre. La grande Tsunuqua se trouvait maintenant clouée au sol par les oreilles. Bec de castor se précipita vers le haut de la tête de l'horrible créature et de toutes ses forces asséna un grand coup de maillet sur son front. La géante de la forêt était morte. C'est alors que les guerriers arrivèrent du village, suivis par toutes les mères, les grands-mères et même les chiens qui ne cessaient d'aboyer. Le père de Bec de castor interrogea sa fille. Comment Tsunuqua s'est-elle retrouvée dans cette position? C'est moi qui ai fait cela, répondit fièrement la petite fille. J'ai planté des pieux dans ses oreilles, je l'ai cloué au sol et je l'ai tué. Tout le monde avait du mal à croire qu'une si petite fille ait pu tuer la géante de la forêt, mais personne d'autre qu'elle n'avait pu le faire. On finit donc par admettre que Bec de castor avait bien tué Tsunuqua. Les villageois étaient très contents. Ils firent de grands ballots avec les couvertures, les pots et les fourrures pour les emporter chez eux. Seul le père de Bec de castor refusa de prendre la moindre chose ayant appartenu à l'ogresse. Il souleva sa fille afin que tous puissent la voir et dit « Tu es plus brillante que le soleil et bien courageuse malgré ton jeune âge. Tu as sauvé tes amis, tu as tué le monstre et il ne reviendra plus jamais. » « N'en soyez pas si sûr, répliqua Bec de castor. Tsunuqua a de grands pouvoirs. Peut-être devrions-nous partir très vite et abandonner la géante de la forêt et sa maison. » Mais tandis que la petite fille parlait, les villageois mirent le feu à l'habitation de Tsunuqua. Les flammes grondèrent et des nuages de fumée noire s'élevèrent dans le ciel. Il ne resta bientôt plus rien de la maison. Les villageois donnèrent de grands coups de pied dans les cendres qui volèrent au vent. Une voix furieuse sortit alors de la terre. « Vous m'avez brûlé, mais je vous dévorerai quand même. Vous m'avez brûlé, mais je boirai votre sang. » Les cendres se changèrent alors en moustiques, en mouches noires, en frelons et en toutes sortes d'insectes nuisibles qui aujourd'hui encore piquent et harcèlent les êtres humains. Et qu'arriva-t-il à Bec de castor? Plus personne désormais ne l'appela ainsi. Elle devint celle qui brille comme le soleil, une femme de haut rang qui vécut une vie longue et heureuse. Vieille chouette. Il était une fois un joli village adossé à une forêt de thuyas. La cime des arbres géants montait très haut dans le ciel, et les grandes maisons en bois étaient alignées en bordure d'une longue plage. L'une de ses extrémités où s'entassaient d'énormes pierres s'appelait la pointe rocheuse. Les villageois vivaient riches et heureux. La pêche était abondante et ils possédaient d'excellents territoires de chasse. Dans ce village toujours animé, les cris et les rires de nombreux enfants résonnaient en permanence. Et puis une chose terrible se produisit. Les enfants avaient l'habitude de jouer aux alentours des maisons et à la lisière de la forêt. Leurs parents leur avaient bien recommandé de ne pas s'aventurer parmi les grands arbres et surtout de ne jamais aller rôder autour d'une vieille hutte délabrée qui se trouvait là. Depuis très longtemps, une créature étrange en fait sa demeure, leur avait-il expliqué. Jusqu'ici, elle ne nous a créé aucun ennui, mais il ne faut pas la déranger. Les enfants obéirent tout d'abord à leurs parents, mais au bout d'un certain temps, les plus turbulents d'entre eux décidèrent de partir à la découverte de la hutte et de la créature mystérieuse qui y vivait. La misérable habitation était construite avec de vieilles planches, de petits troncs d'arbres, des branches et de la mousse. Elle
ressemblait davantage à la hutte d'un castor qu'à une véritable maison. Durant toute la journée, les enfants ne quittèrent pas la hutte des yeux, mais personne n'en sortit. Pourtant, le soir, au moment où leurs parents les appelaient, ils entendirent un léger bruissement venu de l'intérieur. Ce bruit imperceptible enflamma leur curiosité. Ils voulurent absolument découvrir qui vivait dans cette drôle d'habitation, et chaque jour ils s'en approchaient davantage. « Montre-toi, montre-toi, nous voulons voir à quoi tu ressembles » criait-il. Certains d'entre eux allèrent jusqu'à jeter des pierres et des bâtons contre la hutte, mais personne ne se montra. Entêtés, ils continuèrent leur manège jour après jour. Un soir, alors que plusieurs familles s'étaient réunies dans l'une des grandes maisons communes, s'apprêtant à dîner et à se raconter des histoires autour du feu, une étrange silhouette apparut. Elle voletait dans l'embrasure de la porte, cachée dans l'ombre, là où la lumière du feu ne pouvait l'éclairer. Elle était petite, trapue, et sa voix caverneuse semblait sortir d'un grand trou creusé dans le sol. « Je ne vous ai jamais ennuyé, dit-elle. Je désire seulement être seule. Laissez-moi en paix et rien de fâcheux n'arrivera, ni à vous, ni à vos enfants turbulents. Je vous avertis, cessez de me harceler ou bien une chose terrible se produira. » Et aussi soudainement qu'elle était apparue, l'ombre se fondit dans l'obscurité. Les villageois entendirent alors les chouettes de la forêt s'appeler et se répondre, mais curieusement, elles semblaient beaucoup plus nombreuses que d'habitude. Pendant quelque temps, les enfants obéirent à leurs parents, mais ils se lassèrent très vite de leur jeu ordinaire. Une fois encore, ils décidèrent d'essayer de faire sortir au grand jour l'étrange créature qui habitait la hutte branlante. Sans bruit, ils s'approchèrent des lieux, puis se mirent à jeter des pierres, à hurler, à lancer des insultes, à se conduire vraiment très mal. Alors que le soir tombait, la mystérieuse silhouette se montra de nouveau aux villageois et les mit en garde une nouvelle fois. « Je vous ai déjà averti, siffla-t-elle. Bien que vous n'ayez rien à me reprocher, vos enfants continuent à m'ennuyer. Je ne veux plus que cela se reproduise. » Puis la créature s'enfonça dans l'obscurité. Cette nuit-là, un nombre incroyable de chouettes ululèrent dans la forêt. Après cette scène, les enfants effrayés ne quittèrent plus le village et furent très longtemps raisonnables. Mais ils ne pouvaient oublier l'excitation qu'ils avaient éprouvée en s'aventurant dans la forêt. Ils mouraient d'envie de voir à quoi ressemblait l'être étrange qui vivait dans la hutte et retournèrent lui lancer des pierres et des injures. Alors le soir, une troisième fois, la mystérieuse silhouette rendit visite aux villageois pour leur rappeler qu'elle désirait vivre en paix. Comme précédemment, les enfants commencèrent par se montrer obéissants, mais leur curiosité était plus forte que la peur. Pour la quatrième fois, ils se rendirent dans la forêt. Ils jetèrent des pierres et des bâtons et osèrent même arracher quelques branches de la cabane. Cette nuit-là, la silhouette apparut une fois encore aux villageois. Ils pouvaient sentir sa colère aussi nettement que la chaleur brûlante qui se dégage du feu. « Je suis venue 4 fois pour réclamer qu'on me laisse tranquille, » cria-t-elle. « Le 4 est un nombre magique. Je ne me dérangerai plus. Une chose terrible se produira si vous n'obligez pas vos enfants à obéir. C'est vous qui en subirez les conséquences. » La créature s'avança, menaçante, et à la lumière des flammes dansantes, les villageois découvrirent avec horreur ses énormes yeux jaunes, immobiles, et ses longs cheveux ébouriffés. Elle tenait un bâton en haut duquel était sculptée une chouette qui bougeait et tournait la tête. Dans la forêt, d'innombrables chouettes ululaient. La terrible créature dévisagea les villageois, et son regard cruel sembla transpercer chacun d'entre eux. Puis elle disparut soudainement. Les parents furent effrayés
êtres redoutables que les humains ne devaient ni voir ni entendre. Ils grondèrent leurs enfants et les avertirent qu'ils seraient sévèrement punis s'ils s'approchaient de nouveau de la hutte. Pendant longtemps, les enfants furent sages, puis ils finirent par oublier l'avertissement de la mystérieuse créature. Quelques-uns d'entre eux, particulièrement intrépides et dissipés, entraînèrent les autres au cœur de la forêt. Cette fois encore, ils jetèrent des pierres et des bâtons contre la hutte et proférèrent des insultes. Le soleil commença alors à descendre lentement dans la mer et il fit de plus en plus sombre. Soudain, la tenture de peau en lambeaux qui dissimulait l'entrée de la sinistre habitation se souleva. La créature, drapée dans une robe qui semblait faite de plumes, surgit de la hutte. Elle tenait entre ses mains, ou plutôt entre ses serres, le bâton orné d'une tête de chouette qui clignait des yeux et claquait du bec. Ses pieds ressemblaient à des pattes d'oiseau. Elle avait les yeux jaunes, le nez pointu et crochu. « Vous ne m'avez pas écouté, vociféra-t-elle. Maintenant, vous allez en apprendre sur moi, bien plus que vous ne l'auriez souhaité. Je suis vieille chouette, la sorcière, et je commande à toutes les chouettes. Mon pouvoir est immense. Si vous m'aviez laissé tranquille, rien ne serait arrivé. Mais à présent, il est temps que vos parents apprennent que leurs enfants doivent obéir. » La sorcière leva son bâton et toutes les chouettes de la forêt se mirent à ululer et à tournoyer, leurs ailes grises largement déployées. L'une d'entre elles se posa sur la tête de vieille chouette et fixa méchamment les enfants. Au village, les enfants commençaient à s'inquiéter que leurs enfants ne soient pas encore rentrés. La nuit tombait, le ululement d'une multitude de chouettes résonnait parmi les arbres. Au cœur de la forêt, vieille chouette la sorcière brandissait son bâton entonnant un chant étrange et obsédant, et tandis qu'elle chantait, les enfants devenaient de plus en plus petits, à l'exception de leurs oreilles qui au contraire semblaient plutôt grandes. Puis une longue queue maigre leur poussa. En quelques instants, la vieille sorcière les avait transformés en souriceaux. Terrorisées, les petites souris se dispersèrent dans la forêt pour se cacher. Les chouettes les pourchassèrent et on entendit des ululements et de petits cris aigus et perçants. Puis un silence terrible retomba sur la forêt. À la suite de ces événements, le village sombra dans une immense tristesse. Les enfants avaient disparu. Les parents qui connaissaient le grand malheur de n'avoir plus d'enfants auprès d'eux s'en allèrent vivre avec d'autres membres de leur tribu, et leurs maisons se délabrèrent lentement. Aujourd'hui, l'endroit où se trouvait le village n'est plus qu'un lieu désert, envahi par des ombres et de mystérieuses voix apportées par le vent. On ne voit plus que de grands arbres abattus qui dorment sous la mousse et les buissons à baies. Chaque soir, au moment précis où le soleil disparaît dans la mer, les chouettes reviennent et leur ululement résonne dans la nuit. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ces contes indiens vous auront plu et vous auront